Du restaurant chez Rémi à Punaouia au centre Tamanou. Bonjour. Bonjour. Bonjour Daniel, merci d'être sorti de la cuisine, on en parlait en antenne. C'est pas dans tes habitudes de venir dans les médias hein. Non, pas du tout, c'est la première fois. C'est la première fois? C'est la première fois. Et en dehors des médias, est-ce que tu parles facilement de ton travail, de ta passion ouais? J'en parle, oui, autour de moi. J'en parle aussi avec les stagiaires qu'on accueille, avec... Oui, faites devant le micro. Tu en parles, voilà. Oui, j'en parle quand même de... Ah mais tu vas en parler avec nous pendant une heure, on disait, avec dans quelques instants peut-être des recettes, mais avant ça il y a le profil. Alors ça n'a rien à voir avec Lula et Rémi du côté de Taravao, hein. Non, ça n'a rien à voir. J'en profite parce que j'avais promis de le faire et je vais citer quelques établissements qui se trouvent sur Taravao. Alors Lula Rémi, il y a Terre et Mer, il y a également chez Myriam, le Oumété, waouh quelle table, et Tomatei, ce sont des fidèles, je sais qu'ils nous écoutent en ce moment tous les jours de 9h à 10h, mais particulièrement le mercredi. J'embrasse le chef et tout le personnel. Il faudra qu'ils viennent également un mercredi. Le problème, c'est que le jour de fermeture, c'est lundi, mardi. J'essaye déjà. Oui. Hein, voilà. Après, on n'a pas de... Tous les chefs sont les bienvenus hein, dans cette émission. C'est vrai que c'est que le mercredi. Mais on a de la chance sur le service public d'aborder, de mettre à l'honneur ces chefs de 9h à 10h chaque semaine. Mais on souhaite évidemment d'avoir tous les chefs au possible hein, pour du moment de partage. Merci donc. Et notre chef d'aujourd'hui, Daniel, qui est depuis 26 ans en Polynésie. Et vous avez donc, tu as débuté tes études en France, à quel âge? En France, à 16 ans. Dans quelle région? Dans les Hautes-Alpes, à Gap. On mange quoi là-bas? C'est quoi la spécialité? Là-bas, c'est la spécialité montagne. Ah, oui, c'est en montagne, oui. Okay. Donc, la cuisine bien riche, bien consistante. Le fromage, la raclette. Voilà, entre autres. Voilà. les creusets, la charcuterie. La fondue. Ouais. Et puis, on va voir dans un instant s'il y a un petit coup de montagne, du coup, là-bas, chez Rémi à Punaouia. Oui, alors vous avez donc fait vos études, vous avez débuté, j'imagine, par un CAP. Voilà, un CAP en alternance, donc sur 2 ans. Moitié à l'école et moitié chez l'employeur. Dans la famille, il y avait des cuisiniers non, pas mon arrière-arrière-grand-mère, oui, était chef cuisinière chez un châtelain en Bourgogne. D'accord. Ça a sauté quelques générations et ça Voilà, mais c'est plutôt ma grand-mère qui cuisinait très bien, qui m'a donné un peu le goût des bonnes choses. Tu cuisines avec elle? Quand j'étais petit, oui, je faisais surtout les fonds de marmite. Les fonds de marmite, voilà. c'est-à-dire? C'est raclé. Voilà. Manger. On passe à la cuillère après. Je fais ça pour les desserts, moi. Ah oui, c'est bon aussi. Donc, vous étiez donc en France et ensuite, vous étiez à Gap. Vous vous êtes rendu donc à Paris. À Paris, voilà, après mes études, où j'ai fait quelques restaurants là-bas qui étaient assez connus. J'ai travaillé à côté de Paris dans un restaurant qui était une étoile au guide Michelin, là où j'ai vraiment bien appris mon métier. Une étoile, ça paraît pas grand-chose, mais déjà, il y a énormément de règles. Alors, évidemment, 2, 3, 4... Et puis aussi énormément de travail. Ah ouais? Oui. Voilà. Beaucoup de travail. Et vous aviez donc un rêve qui était de... venir à Tahiti. Et voilà. Vous aviez quelqu'un de la famille qui était en Polynésie? J'ai un oncle qui était ici, qui est resté 1 an après mon arrivée, qui m'a un petit peu introduit ici chez les chefs qu'il connaissait. Puis c'est comme ça que j'ai démarré. Et il y a 26 ans, on recrutait facilement des chefs de cuisine pour pas... J'étais pas encore vraiment chef à cette époque-là. Mon premier emploi, ça a été au Big Burger, à côté du cinéma Concorde. Voilà. Après, j'ai travaillé un petit peu au Césario, j'ai fait un passage au Noutéré. Je suis resté au Belvédère un peu plus d'1 année. Je suis parti aux Marquises après. 1 an, je suis revenu après. Et puis là, ça fait une 12aine d'années que je suis chez Rémi. Wow. Oui, et il y avait également avec Acajou. Vous avez travaillé avec Acajou? Oui, j'ai travaillé 4 ans en rugby avec Acajou. Waouh, avec le chicken powder. Voilà. Il est comment Acajou dans sa cuisine? Alors on entendait des auditrices dire qu'il avait du tempérament, en tout cas qu'on entendait bien dans la cuisine. Oui, tout à fait. Et quand on travaillait pour Acajou... Quand il n'est pas content, il n'hésite pas à le faire savoir. Mais bonne école? Mais bonne école, oui. Et puis c'est quelqu'un de vraiment très gentil qui m'a appris beaucoup de choses quand même, malgré tout. Voilà. J'aime bien le malgré tout. Oui, parce que ça devait crier derrière. Ouais, oui, ça, non, mais c'est vrai si la que cuisine comme on l'imagine avec Acajou, c'est... c'est ce qu'on peut croire au premier abord, mais après, quand on le connaît, quand on connaît le personnage, en fait... Quand on sait comment il fonctionne, voilà, il y a de la rigueur, hein, c'est le mot que vous avez utilisé en antenne, beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. Et quand le travail est bien fait, tout se passe bien, voilà.
Une bonne école. Oui. On l'embrasse. Hein. Il est venu dans cette émission il y a 2 mois. À peu près, ouais. Voilà, un bon moment de partage avec le fameux chicken powder. Et on l'évoque souvent avec nos invités, c'est que pour lui, tout était facile. Quelle que soit la recette. C'est ce qui paraît, mais enfin, bon, oui, quand on connaît, c'est vrai que c'est pas... Tout est abordable, tout n'est pas trop compliqué, mais il faut quand même s'y mettre. Oui, à partir du moment où on a quelqu'un qui découpe déjà les légumes, qui prépare déjà, je sais pas moi, le riz, qui prépare tous les aliments. Oui, si juste après, il y a juste à mélanger, c'est vrai que c'est facile. On était une brigade de, si je me rappelle bien, on est avec le service de plonge, on était 11 personnes, donc chacun sa tâche, chacun sa fonction, donc après... C'est ça, c'est une chaîne, quoi. Voilà, c'est une mécanique bien huilée. Si ça fait défaut quelque part, c'est tout le reste qui s'en ressent. La liste est longue des établissements dans lesquels tu as travaillé. Comment on l'explique ça? C'est comme ça dans le métier de la restauration? On est amené à changer souvent d'endroit? Oui, après, c'est selon en fait, les possibilités qui s'ouvrent dans les entreprises. Et puis, moi, je me suis posé chez Rémi parce que je me plais très bien là-bas. Et puis, ça me convient bien. Il y a Elvis, apparemment, notre réalisateur qui connaît bien votre table, parce que quand je lui disais qui vous étiez là-bas en régie, il me disait « Ah ouais, on mange bien là-bas !» Voilà, il ne vous connaissait pas personnellement, mais apparemment il connaît la table. On va partager dans un instant des recettes, Nathalie. Hein. Oui, alors je vais quand même donner le menu de ce que l'on peut trouver. Pour se faire une idée. Voilà, c'est se faire une idée. Je ne vais pas tout citer. Alors, il y a terrine de foie gras mi-cuit à l'Armagnac. Fait maison, on est d'accord? Tout est fait maison. Ok. D'accord. Terrine maison, bien sûr. Carpaccio de thon rouge au basilic. J'ai lu également que votre tartare de thon rouge au gingembre était une tuerie. Salade de chèvre et jambon de Bayonne sur toast. Il y a également le crumble de Saint-Jacques aux endives. Oh, ça y est, je bave. Tourne-dos de Memhey aux crevettes, brochettes de crevettes au bacon et persillade. Trio gratiné du pêcheur. Ah, ça me tente, moi. Alors, ce sont des... qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des... Ça me tente sans savoir ce que c'est, en fait. Le nom. Si, ouais, non, mais quand c'est un trio, déjà, ça me va. Donc, il y a des crevettes avec du champagne, c'est ça? Voilà, des crevettes sautées au champagne. Dolphin fish. Ouais, alors attends, parce que donc il y a des... Qu'est-ce qu'il y a dans le trio gratiné? Il n'y a pas un zoom sur ton Word là, non? Si. C'est ça en fait qu'il lui faudrait. Alors dans le trio gratiné, donc on a des crevettes sautées au champagne, voilà. Avec une petite sauce à la crème réduite fait minute. Après, on a du poisson, donc ça dépend du poisson que j'ai à disposition. Donc sauté à l'espagnol, avec un petit peu de chorizo, un petit peu de safran. C'est quoi sauté à l'espagnol? C'est ça, avec voilà, du chorizo, du safran. Ok. Voilà. Et puis du crabe farci. Ah, waouh, tout fait ça maison sur la même... pareil. Fait maison pareil, oui, tout à fait. Ah bah dis donc, ensuite il y a le filet de bœuf avec une sauce au choix, Châteaubriand et sa farandole de légumes. Ça, c'est la pièce pour c'est deux, incroyable. ça. Oui, il faut être deux. Ah oui, c'est servi sur un torpilleur. Il y a entre 7 et 800 grammes de viande. C'est quoi, c'est une planche Non, c'est un grand plat ovale sur lequel on va tout mettre. Et après, le client se sert à table. C'est très convivial, c'est très apprécié. Bon, c'est vraiment... C'est consistant. Ouais, c'est consistant. L'attaquer tout seul, on demande après un doggy bag. 700-800 grammes de viande, tout ça, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup, oui. Ah oui, quand même. Carpaccio de bœuf au parmesan, ça me tente bien également. Confit de canard à la landaise, avec ses pommes. Donc là, c'était juste les entrées et les plats. Okay. Donc les desserts, plutôt classiques, les desserts. Oui, plutôt classiques. Voilà, oui. Tarte au citron, meringuée, crème brûlée à la mangue, non, peut-être pas. Profiterole au chocolat. Ça me parle même. Arrête, tout me parle. Arrête. Alors, on voit entrée, plat, dessert. Tu as une spécialité? Ton truc, c'est quoi? C'est plus l'entrée, plus le chaud, le poisson, moi, la viande? Moi, c'est plus le chaud, les plats cuisinés, le poisson, toutes ces choses-là. Et le fait d'avoir travaillé pour un cajou, d'avoir été aux Marquises, est-ce que tu as embarqué la recette de Chevrolet de coco avec un cajou, le Matinto? Voilà, non, avec un cajou, on faisait pas de Matinto. Au Rubis, c'était pas le... Pas au Rubis, oui. Non, pas au Rubis. Dans ces anciens restaurants, oui. Voilà. Non, oui, aux Marquises, effectivement, j'ai appris à cuisiner la chèvre, le cochon sauvage, beaucoup de langoustes aussi là-bas. À l'époque où j'y étais, il y en avait beaucoup. Voilà. Après...
Et donc il y a une spécialité, hein, ou quelque chose que tu aimes bien cuisiner. Donc c'est l'heure de donner une recette. Donc c'est la recette des Saint-Jacques. Voilà, des noix de Saint-Jacques à la fondue de poireaux. Alors avant d'avoir les proportions, etc., et de savoir comment tu fais les Saint-Jacques, est-ce qu'on peut trouver dans le commerce à prix abordable des Saint-Jacques, sans citer de marque, mais pas évident, je sais, mais des bonnes Saint-Jacques ici? Les bonnes Saint-Jacques, les seuls qu'on ait, c'est congelés. Voilà, le Saint-Jacques frais, je crois que j'en ai jamais vu ici. Après, on en trouve à Carrefour, on en trouve dans les magasins. Après, prix abordable, ça dépend. Ça dépend. Ouais. Alors, avec le corail, sans le corail, c'est... Il y a les deux. Il y a les deux. Et dans ta recette? Moi, dans ma recette, je fais sans corail. Parce qu'après, le corail, il me sert à faire des sauces à côté pour autre chose. Et si on n'en trouve pas, on peut remplacer par la crevette. La crevette s'y prête très bien aussi. Alors, voilà. On y va. Alors, le plat, il s'appelle? Alors, noix de Saint-Jacques à la fondue de poireaux. Bientôt les fêtes, ça peut être un plat pour les fêtes, ça? Ça peut être un plat pour les fêtes. Ok. Il faut forcément avoir les coquilles de Saint-Jacques, là? Non, les Saint-Jacques, juste la noix, ça suffit. Juste la noix, okay. Noix de Saint-Jacques. Non, je parlais de la présentation, moi, ce qu'on trouve en aluminium. Non, pas les du coquilles. tout. Non, ok. Peu importe. Je présente différemment. Alors, noix de Saint-Jacques. À la fondue de poireaux. Ok. Recette, 2 points. On a un stylo, on est prêt à noter. Alors, le mieux, c'est de laisser décongeler les Saint-Jacques 24 heures à l'avance au frigo. Toujours au frigo, d'ailleurs. Toujours au frigo, oui, jamais dehors. Voilà. Surtout les fruits de mer. Après, faut environ 200 grammes de Saint-Jacques par personne. Et on compte un bon poireau par personne. Poireau. Voilà. Okay. Après, donc, le poireau, on le coupe dans toute sa longueur. On le laisse bien tremper. On effeuille bien pour bien enlever la terre qui reste dedans et tout. On l'égoutte bien. Tremper dans l'eau, c'est ça? Oui, tremper dans l'eau. Avec du vinaigre ou... Pas nécessairement, non. En général, c'est Alors, le poireau, je vais revenir là-dessus. C'est-à-dire, vous disiez, faut le couper dans sa longueur et non pas dans l'autre sens. Ça, on va le faire après. D'abord, pour le laver, il vaut mieux le couper dans la longueur. Ça libère un peu les feuilles pour enlever la terre. Après, on les feuille bien et on frotte bien pour enlever les résidus de terre qui peuvent être entre les feuilles. D'accord. Parce que si vous l'émincez d'abord, vous allez être obligé de le laisser tremper longtemps et après il va se gorger de flotte et c'est pas bien. Et dans de l'eau ou avec de l'eau avec de l'eau simplement, simplement. De l'eau. Voilà. D'accord. Dans la longueur alors. Ok, une fois qu'on a bien égoutté, on va l'émincer. Voilà. Après on va le faire suer tranquillement avec du beurre. D'accord. Voilà. Après, on va mettre vraiment feu très doux et on va poser un couvercle dessus. On va le laisser compoter comme ça. Il faut pas mal de beurre alors? Non, il n'en faut pas beaucoup. Non. Juste un petit peu au début pour le faire suer. Après, il va cuire dans son eau lui-même. Voilà. Juste un peu de sel, un peu de poivre, ça suffit. Ok. Quand ça c'est fait, après, on va poêler les Saint-Jacques. Donc, on va les fariner. Bien les sécher, les fariner. Et on va les refaire. Les fariner juste comme ça ou il faut mettre de l'œuf ou... Non, juste comme ça. Juste comme on fait pour le poisson frit. Voilà, exactement. D'accord. Et dans quoi? Dans quelle matière grasse? Alors, un petit peu d'huile d'olive. Ouais. Bien les faire dorer de chaque côté. Ok. Voilà. Après, moi, ce que je fais, c'est que je prends ma fondue de poireau, je la moule dans un cercle. Un petit cercle d'une dizaine de centimètres à peu près de diamètre. Ah oui, d'accord. C'est pour la présentation, c'est ça? Voilà, c'est pour la présentation. Après, moi, je pose mes Saint-Jacques par-dessus et je les passe directement au four comme ça. Ah, au four? Au four. Après les avoir poêlés? Après les avoir poêlés. Ok. Donc, je les passe au four. Il faut qu'elles soient encore bien rosées à l'intérieur. Il ne faut pas que ce soit trop cuit. Et après, le fond la poêle où j'ai fait poêler les Saint-Jacques, un petit peu de vin blanc, un tout petit peu de crème. Et on laisse tout doucement réduire comme ça, après on verse par-dessus. Oh là 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 là. Et le corail n'est pas utilisé à un moment pour la sauce alors? Non, le corail, je m'en sers plutôt pour faire des sauces de poisson, pour faire autre chose. Ok, pour un autre plat alors. Quand je fais du gratin de fruits de mer aussi, je m'en sers des corails. Alors pour une viande, on peut la piquer, pour la cuisson, comment on fait pour savoir que c'est encore rosé à l'intérieur? C'est la consistance. Voilà. Plus la Saint-Jacques est cuite, plus elle va être dure et plus elle va rendre son jus. Elle va diminuer aussi parfois. Et elle va rétrécir. Ouais. De moitié, de 3/4 Si on la laisse trop longtemps, oui, ça réduit bien de moitié. Alors que ça se mange un petit peu comme le canard, un peu rosé à l'intérieur. Alors. Voilà. Plutôt un peu rosé à l'intérieur. Elle va finir tranquillement au four. Il faut mettre un four à 180 degrés pendant quelques minutes. Et en fait, quand elle va finir de cuire au four, son jus va couler directement sur les poireaux.
et le mélange va se faire. D'accord. Et on sert avec quoi? Avec du riz, des légumes? Avec du riz, moi je la sers souvent avec soit du gratin de patates douces ou des petits beignets de taro. Ça va très bien. Local style. Et Aussi. c'est apprécié? C'est une spécialité? C'est souvent ce qui est demandé? Je l'ai eu à la carte pendant un certain temps. Je le refais de temps en temps en plat du jour. C'est compliqué dans une cuisine. Je pose la question à tous les chefs, mais on ne sait pas combien de personnes vont venir manger. On voit qu'il pour décongeler les noix de Saint-Jacques, il faut 24 heures. Comment on fait? C'est pour savoir que demain, il y aura tant de personnes dans le restaurant? On ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Bon, on a une petite idée, on a l'habitude, donc on sait à peu près ce qu'on remplit le midi et le soir. Donc on se garde toujours une marge de manœuvre pour pouvoir donc ne pas tomber en manque si on fait le plein, ou pour ne pas gâcher de marchandises si c'est calme un jour. D'où les plats du jour. C'est-à-dire D'où les plats du jour, par exemple, si vous le faites cette recette en plat du jour, vous savez que de toute façon vous allez en sortir, quoi. Vous allez en vendre. Et quand on est chef, on est un petit peu économe. Enfin, vous avez un patron, Thierry, c'est ça, hein, oui. qui lui doit veiller à ce que les produits soient utilisés à bon escient, On y qu'il n'y ait veille pas de tous perte. les deux, parce que c'est aussi mon travail de veiller justement à respecter les costes et les marges. Donc voilà. Et ça, on l'apprend quand on fait son CAP de cuisine, par exemple? On l'apprend déjà au départ, mais après c'est une formation de tous les jours, c'est savoir gérer les produits, les coûts aussi, il faut se tenir informé des prix, parce que les prix ici en Polynésie fluctuent beaucoup, très souvent. Donc voilà. Donc il y a le fameux plat du jour. Plat du jour, c'est on s'adapte en fonction de la pêche, des produits. En fonction de ce qu'on peut avoir. Donc moi j'ai 4 plats du jour qui tournent tous les jours. Donc voilà. Et là en ce moment, vous êtes dans votre cuisine alors? Non, en ce moment je suis en vacances là. Waouh! Si je n'étais pas en vacances, j'aurais pas pu venir être avec vous aujourd'hui. Oui, parce qu'ils sont pas nombreux dans le restaurant. Vous êtes déjà la brigade. On est deux en cuisine. Ah ouais. Deux. On est deux et après là il y a une personne qui vient de commencer en CAE. Donc, les fameux contrats CAE qu'on a évoqués avec le voilà. CFI. Hein, ouais. Et puis régulièrement, on accueille aussi les stagiaires du lycée hôtelier. Voilà, justement, on en parlait en préparation de cette émission. Je lui demandais, est-ce que vous allez justement au lycée pour rencontrer les chefs, pour avoir justement des assistants, des jeunes qui vont être en formation. En stage, généralement, c'est les stagiaires eux-mêmes qui nous contactent, voir si on veut bien les accepter. Et puis, des fois, c'est les professeurs aussi qui nous appellent, qui nous les envoient. Et ça, c'est plaisant quand il y a des stagiaires qui débarquent, ou alors, waouh, il va falloir que je m'occupe du stagiaire, j'ai déjà mon boulot. Non, c'est plaisant à partir du moment où la personne qui se présente a envie. Ouais. A envie, oui. Donc après, c'est toujours un plaisir de leur expliquer, de les mettre dans le bain aussi. Ça leur montre la vraie vie professionnelle, quoi. Et vous apprenez des choses de ces élèves, de ces apprentis parfois? C'est plutôt les relations humaines moi j'apprends avec eux. Apprendre à communiquer avec les jeunes de maintenant, on n'a pas la même façon de parler, la même façon de voir les choses, donc après il faut se mettre au diapason et c'est très plaisant. Et le chef, on l'appelle toujours chef en cuisine ou ça? Oui, toujours. Oui. Ouais, boss. Non, ça marche pas comme ça. Non, ça a évolué les jeunes, mais pas. Il y a toujours cette rigueur. À ce niveau-là, ça reste comme ça. C'est une question de principe. Et est-ce qu'ils vous apprennent, à part le langage, vous disiez, peut-être de nouvelles recettes que ils ont appris chez eux? Ils ont osé faire des mélanges improbables Oui, quand ils viennent, moi je leur propose toujours, alors selon s'ils sont en première, deuxième, troisième année, donc ceux qui sont déjà en deuxième année, je leur laisse toujours le choix de réaliser des plats du jour, des desserts, donc ils font eux-mêmes leurs recherches. Pour la fiche technique et tout ça, et après c'est eux qui passent à l'acte, et puis des fois oui, j'ai des petites surprises. En cuisine, c'est qui l'autre chef? Sinon c'est ma seconde, elle s'appelle Rose. On la salue. Donc, en salle, il y a qui? Alors en salle, il y a une serveuse qui s'appelle Noya, et puis la patronne, Cécile, qui travaille aussi en salle. Et qui font office de baromètre, parce que est-ce que tu as un chef qui va dans la salle voir les clients, ou est-ce que ce sont justement ces deux personnes que tu viens d'évoquer qui te font savoir que ça se passe bien? Les deux, de toute façon, à chaque retour d'assiette, je demande toujours si le client a aimé. Retour d'assiette, c'est-à-dire au moment de débarrasser. Voilà, quand on ramène les assiettes, donc déjà, on voit si elles sont vides ou pas. S'il en reste un petit peu, je demande toujours, soit peut-être il n'a pas pu terminer son assiette, si ça lui a plu. Donc ça, c'est une question que je pose tout le temps, constamment. Faut toujours se remettre en question. Voilà, et puis on a pas mal de clients habitués, donc j'ai un retour direct aussi avec eux.
Et est-ce qu'il y a un plat que vous aimeriez faire et faire découvrir, mais que vous ne pouvez pas, parce que c'est dans ce restaurant, parce que c'est en Polynésie? C'est plutôt parce que c'est en Polynésie, parce qu'on n'arrive pas à avoir les produits. C'est quoi? C'est l'appel de la montagne? C'est la raclette? C'est les origines? Non, je dirais plutôt c'est les champignons frais. Ça, on en trouve, mais c'est quand même assez onéreux. Ouais. Et il n'y en a pas beaucoup. Et donc, qu'est-ce que vous cuisineriez avec justement ces champignons? De la volaille élevée traditionnellement, pas de la volaille aux hormones, avec des cèpes ou avec des champignons frais, par exemple. Et pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont jamais goûté des cèpes, c'est ces fameux champignons évoqués dans les grandes cuisines avec leur fraîcheur quand ils ont été cueillis au matin ou la veille, ça apporte vraiment un autre goût que ce qu'on peut trouver ici sur le marché, congelé ou... Oui, ça a vraiment un goût différent. Ça sent le sous-bois, ça sent les arbres, ça sent la terre. C'est vraiment différent. Et il faut bien savoir les cuisiner quand même, parce que c'est pas évident, les cèpes. Oui, on peut même les manger crus. Ah oui? Même crus, c'est très bon. Ouais, on parle pas d'amanite phalloïde, quoi. C'est des champignons comestibles à la base, quoi. Le champignon, là, blanc, avec des petites taches rouges, il a l'air bon. Ah, touche pas. Donc, les champignons, c'est un regret de ne pas avoir la fraîcheur de pouvoir le cuisiner. Oui, voilà, c'est ça. Bon, sinon, après, en Polynésie, on a beaucoup de produits locaux qui sont très bien, qu'on peut avoir frais. Donc, comme la langouste, les poissons, une immense variété de poissons à travailler. Voilà. Cherchez aussi, il y a on fabrique maintenant ici des champignons, justement, je crois que c'est du côté de la côte Est. Ah ouais, mais je sais plus, champignons de Paris, en tout cas le style, dans les bouteilles, là, le reportage qu'on a pu voir sur les champignons locaux. Blancs, là, les pleurotes. Les pleurotes, ça je ne savais pas. Ouais. Il y a un producteur de pleurotes. Ouais. Si nous écoute, si vous le connaissez, appelez-nous 40 86 16 00. Sur la côte Est, ouais. J'en profite pour dire à nos auditeurs, s'ils ont envie de partager avec notre invité Daniel Kero, qui est du restaurant, le chef de chez Rémi à Punaouia, vous appelez le 40 86 16 00. Si vous avez des astuces à donner, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire également. Un moment de partage, Nathalie. SMS également. Et également par SMS, oui, au 7 1 2 3, si vous avez une idée de recette ou des petites astuces. Vous écoutez de la musique en cuisine un peu? Pas souvent, non, parce que Et du bruit? Ouais, enfin, on met un peu la musique, ça s'entend dans la salle, donc c'est un peu gênant. Nous, on a cet avantage, c'est qu'on peut faire des petites pauses musicales, et c'est ce qu'on va faire avec Pépéna. Tout année sur Première, on se retrouve dans un instant avec notre chef de cuisine.
Avec Pépéna sur Première. Info service le mercredi, on parle avec nos chefs de cuisine. Qui recevons-nous, Nathalie? Alors aujourd'hui nous recevons donc Daniel Quero qui est du restaurant chez Rémi au centre Tamanou à Punaouia. Il a quitté sa cuisine, en tout cas profite de ses vacances pour venir partager avec nous des recettes. On a pu entendre tout à l'heure quelques petites recettes qui nous ont fait saliver. Peut-être en avez-vous des recettes que vous avez envie de partager ou de connaître. Vous ne savez pas comme moi comment faire par exemple un gratin de ourou ou un gratin de patates douces. Là où je suis étonné, c'est qu'il s'est passé une demi-heure sans que Nathalie pose la question au chef que vous êtes. Comment vous faites votre poisson cru? Parce que ça, tous les chefs y ont droit. J'ai été étonné en entendant hors antenne, ils parlaient de gratin entre eux, là, de produits locaux. Vous faites pas du poisson cru, si vous faites? Si, nous le faisons. Si, j'ai vu. C'est quoi, c'est classique? Oui, classique. Poisson, citron, carottes râpées, oignons émincés, un peu de tomate et puis le lait de coco. Et qu'est-ce qu'en pensent vos clients? Ça va. Ça va. Le retour des assiettes se passe bien. C'est-à-dire que vous mettez le citron dès le début ou Le citron, oui. Au début. Je coupe le poisson, après je l'assaisonne, je le citronne, et après je fais mon mélange avec les autres ingrédients, et au dernier moment le lait de coco. Ok, ouais, c'est ça. Le citron, des fois, arrive sur la fin. Mais il est préparé à la dernière minute. Tout est préparé minute, oui, tout à fait. Voilà, ça cuit pas trop avec on le fait pas préparer à l'avance, on le stocke pas comme ça. C'est toute la préparation minute. Avec les oignons, les légumes classiques. Voilà, les tomates, la carotte râpée. Concombre, non. Oui, concombre aussi. Oui. Ça y est, j'ai envie d'un poisson cru. On parle de gratin? On parle du gratin, oui, mais peut-être on va rester dans le cru. D'abord avec... Un gratin cru? Non. avec le tartare. Donc, vous parliez du... Ah oui, tartare de Korori. Tartare de Korori, oui, tout à fait. Qu'on peut utiliser soit du Korori, soit de la crevette, ou soit même du thon rouge, ou un autre poisson. Mais avec le Korori, j'aime beaucoup. Alors, comment ça se passe, ce tartare? Découper le Korori en petits cubes, mais vraiment assez fins. Après, émincer une échalote, très très fine. En rond, on la laisse ronde l'échalote, ou on fait vraiment tout petit? Non, très petit, en ciselé. Voilà. Pour qu'il y ait dans la bouche une part un peu de croquant, mais pas trop insistant. Voilà. Après, un petit peu de tomate aussi. Ouais. Alors les tomates, est-ce qu'il faut enlever les graines? Est-ce qu'il faut enlever la peau? Moi, j'enlève juste les graines. Pourquoi? Peur que ça pousse à l'intérieur? Non, parce que ça rend beaucoup d'eau et ça va fadir après la préparation. Ah, donc c'est pas que les graines, c'est vraiment l'intérieur de la tomate. Voilà, je garde juste l'extérieur. Et après, je la coupe, je la cisèle aussi très fine. En ce moment, ça nous rend plutôt service, parce que les tomates sont pas de super qualité, où on voit que c'est vert à l'intérieur, dur même. Oui, c'est un peu blanc, ça n'a pas trop de goût. Ok. Donc on l'enlève. On enlève, donc on enlève ça. Donc les tomates. Égrenées. Et des algues. Je rajoute un petit peu d'algues émincées aussi dedans. Quelles algues? Les algues qu'on trouve au magasin, là, les algues japonaises. Les vertes dans les barquettes, là? Voilà. C'est bon, ça. C'est très... je préfère encore celles de Louloutou, moi, les... comment on les appelle, là? Un peu plus foncées, là, les... Comment tu dis? Ouais, un peu les grappes de raisin, là. Oui, je vois, oui. Que Quintos Brown Ortega essaie de produire à la presqu'île. Ça, s'il y arrive, on va avoir un truc sympa, ouais. Oui, donc, c'est tout. Les algues. C'est tout. Après, juste un peu de sel, un peu de poivre, un petit jus de citron par-dessus. Ok. Il n'y a pas d'huile d'olive on peut mettre un petit peu d'huile d'olive, mais moi, je pense que comme ça, c'est très bien. Non plus. Juste comme ça, tout simplement. Bien frais, un petit peu de citron, ça va très bien. On sert ça comment? Dans un marinquin qu'on retourne, donc ça fait un petit... Ou dans un sac ou dans une petite coque de noix, demi-noix de coco qu'on a bien nettoyé, c'est très sympa. Et c'est la même recette avec les chevrettes? Avec les crevettes?
Avec les crevettes, par contre, oui, c'est un peu la même recette, mais avec l'huile d'olive et le basilic en plus. Ah, ok. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est huile d'olive et basilic. Voilà. Là, du coup, tu vois, tu mets de l'huile d'olive. Ensuite, moi, je voulais savoir, donc pour le gratin, parce que alors, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est très compliqué. Elle dit que c'est compliqué parce qu'en antenne, elle nous expliquait qu'à chaque fois qu'elle faisait un gratin, c'était sec. Voilà, c'est un peu le problème. Comme le pain qu'elle fait d'ailleurs. À chaque fois, je vais remettre une couche. Donc je demandais est-ce qu'il faut mettre énormément de crème, parce que j'aime pas mettre trop de crème. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas Alors, du tout ça. comment est-ce qu'on prépare un gratin? Un gratin de quoi, par exemple? De pommes de terre, Patates d'un douces, féculent. ouais. Oui, bah, gratin de pommes de terre, oui. Faut couper les pommes de terre en fines tranches. Pommes de terre, oulou ou patates douces? Non, pas. Okay. Bon, pour l'instant, c'est des pommes de terre. préparations au départ un peu différentes. Ah, Mais pour en venir au gratin de pommes de terre, l'essentiel c'est de le cuire à couvert avec de la crème et faire gratiner une fois que les pommes de terre sont cuites. On les cuit donc à l'eau, tranquille? Non, direct à cru. Ok. Pommes de terre, c'est direct à cru C'est dans la sec du crème. coup, ça c'est... Et après, faut couvrir de la plaque de papier aluminium le temps que les pommes de terre cuisent. Une fois que c'est cuit, là, vous faites gratiner. oui, gratiner, c'est au dernier moment, on fait gratiner Dernier moment, juste voilà. sur le dessus pour que ça soit un peu doré. Après, voilà. pour le gratin d'ourou, moi, ce que je fais, je le fais cuire d'abord sur le feu, comme on fait traditionnellement ici, cuire dans les braises. Moi, je le fais directement sur le feu, je l'épluche, et après, je le fais gratiner avec du lait de coco et de la chapelure. La cuisson avec le lait de coco. Il est déjà cuit sur le feu. Ouais. Après, je l'épluche, je le coupe en petits morceaux. Après, je mets dans une plaque avec du lait de coco, un petit peu de crème et de la chapelure. C'est la chapelure qui fait le côté gratin. Voilà, c'est la chapelure qui fait le côté gratiné. Pour éviter donc qu'il sèche. Pas de fromage. Non, pas de fromage. Ok, moi, dans ma tête, gratin, ouais. c'est Non, pas le nécessairement. gruyère ou les mentales, enfin les trucs. On gratine très bien aussi à la chapelure. Ok. Voilà. C'est plus digeste du coup, enfin. C'est plus moins digeste, calorique. ça évite de. Puis le fromage a tendance à rendre de la graisse quand on le fait gratiner, donc après ça alourdit plutôt les plats. La chapelure. Alors, il y a celle qu'on achète qui est toute faite. Est-ce qu'on peut la faire soi-même la chapelure? sûr. On fait quoi? On prend fait quoi comme pain? La biscotte, du pain? Les baguettes, Baguette? du pain de mie, mais sinon on laisse durcir une baguette dehors. Une fois qu'elle est bien sèche, on la passe à la râpe, tout simplement. À la râpe. Voilà. Ah, c'est ça, pas le mixeur, pas Au dans, mixeur ou ou dans un linge à taper ou... à l'appareil que vous avez. Si vous avez un robot qui râpe pour Sinon, râper les légumes, à la râpe, tout simplement. Voilà, râpe à main, tout Et on simplement. aura la même chose que ce qu'on a dans le commerce. Exactement. Ok. Et on parle bien de la chapelure qui peut être utilisée pour un poisson, paner, pour paner. Ouais, voilà, ok. pour intégrer certaines recettes à base de farce. Voilà. Il y a, je rebondis encore Ouais. sur la chapelure parce qu'il y a Nathalie qui parlait tout à l'heure de chapelure donc et qui me disait ah oui on trempe dans le lait, dans l'œuf, pas forcément. Non, ça c'est pour paner ça. Ça c'est pour paner. Ah il y a une différence. Voilà. Ok. Il y a une différence entre d'abord la farine, l'œuf et la chapelure après. Farine, l'œuf. Oui, alors, Voilà. c'est souvent le problème d'ailleurs, une fois qu'on a mis les doigts dans l'œuf, après Ah oui il ça faut colle. mettre dans... Ouais. faut vraiment bien être coordonné, sinon Ouais. à un moment donné tu mélanges le tout et t'as les doigts collés. Après Ouais. ce qu'on achète bien souvent c'est des produits chinois là, la chapelure toute faite, c'est bien aussi ça ou C'est bien aussi, si on n'a Ouais. pas le temps de faire sa chapelure, ça va très bien aussi. Ça va très très vite. Ouais, ouais. Ok. On reste sur les gratins. Vous disiez que c'était différent pour les patates douces et le houlou. Enfin, le houlou, vous Les l'avez patates- dit. ouais, les patates douces. maintenant. Bah, les patates douces, moi je les cuis à l'eau d'abord. Après, je les coupe. Épluchées ou non? Entières? Oui, je les cuis entières d'abord. Ok. Après, je les épluche, je les coupe en fines tranches, c'est pareil. Et après, vous faites gratiner avec soit de la crème, du lait de coco, ce que vous voulez. Et c'est quoi le niveau de la crème? Ça arrive à fleur de Voilà, juste de à niveau. Voilà, juste Ok. à niveau. Ah c'est ça, j'en mets pas assez. Crème fraîche 35%. Crème moins liquide, de préférence, voilà. 18. Mhm. C'est plus pratique. Ah, c'est ça, j'en mets pas assez, c'est ça le problème. Voilà. Ça, et chapelure au-dessus. Échapelure éventuellement, ou ce que Ou vous gratiner, avez. oui, Ou ou- gratiner simplement comme ça. Mhm. Et forcément, il faut avoir un four avec les Non, feux non. au-dessus, non? Non, On pas peut gratiner forcément. dans un four. Bien sûr. Ok. Voilà. Ça prend juste un petit peu plus de temps, mais on peut aussi. Mhm. D'accord. Donc je rappelle que vous pouvez bien sûr nous appeler au 40 86 16 00, nous envoyer un SMS également si vous avez des petites idées ou des questions. astuces, des vous- partages, vous ou posez des féliciter le questions. chef. Oui, bien sûr, Si vous vous êtes le allé dans son connaissez. restaurant et vous voulez le féliciter, c'est tout de suite sur la
première. Il y a Nathalie qui est sur la page Facebook. Il y a une page Facebook du restaurant chez Rémi à Punaouia. On voit Ah bah c'est là où j'ai trouvé toutes mes recettes, moi. Les recettes. Enfin, pas les recettes, le menu. Un très très long menu. On va parler cuisine avec une jeune fille qui nous appelle au standard 40 86 16 00. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Léa. Bonjour Léa. Tu es une gourmande, Léa? Très très. Qu'as-tu envie de nous dire à notre invité? J'habite à Paris et je voulais savoir, est-ce que le chef cuisine avec un four à gaz ou électrique? Non, moi je cuisine avec un four à gaz. C'est quoi la différence à part le fait que ce soit Il y a gaz? une différence entre un four à gaz et à électrique. Et électrique pour le main 1. Eh ben, le four à gaz, tu peux mieux contrôler l'intensité de la chaleur quand tu cuisines que l'électrique. Ah bon? Moi, je préfère, oui. Change. Pardon? Mais le goût des plats, ça change? Non, les goûts des plats ne changent pas. Ah, ok. C'est-à-dire que celui à gaz, ça va pas sentir le gaz, quoi. Non. Voilà. Non, pour ça, c'est de la même façon. Ça change de goût si tu cuisines au bois, oui. Donc c'est meilleur, enfin d'après vous, cuisiner. C'est plus facile pour cuisiner. Moi, je préfère, voilà. Même avec les technologies, les fours tournants, les machins électriques qu'on voit sur le marché, là. Ouais, mais enfin, ma cuisine au gaz, pour saisir les aliments, je trouve que c'est préférable à l'électrique. Alors, est-ce qu'on parle du four, demoiselle Leia, ou est-ce qu'on parle des plaques, des cuisinières? Des plats. Des plaques? Voilà, on parle des feux. Ok, des feux. Ah oui, là, c'est saisi plus à la flamme, alors. Ouais. D'accord. Tout à fait. Léa, qu'est-ce que tu aimes cuisiner, toi? Oui, moi j'aime bien cuisiner, j'aime bien faire la pâtisserie. Ouais, tu fais quoi comme pâtisserie? Des fondants, des tartes. Sauf les tartes à la pomme, je ne sais pas comment on fait. Parce que tu sais pas faire la pâte ou tu... Non, je sais, mais seulement je ne sais pas comment on fait les tartes à la pomme. Est-ce que tu veux qu'on demande à notre chef Daniel qui est présent? Alors reste avec nous, voici la recette de la tarte aux pommes. Alors, pour la tarte aux pommes, donc il faudra que tu fasses une crème pâtissière. Ok, c'est bon. Tu sais faire? Oui. Ah ouais, déjà. Voilà. Moi, je sais pas faire une crème pâtissière. Ouais, mais toi, tu fais de la radio. La pomme, il faut la faire sécher. Non, la pomme, tu la prends telle qu'elle est, tu l'épluches, tu la coupes très finement. Après, tu la déposes sur ta tarte et tu fais cuire directement le tout au four. Une crème pâtissière, alors. Pas une compote. Ou une compote. On peut aussi une compote. On peut aussi une compote. Mais... Et toi, les gars, tu sais faire la crème pâtissière? Oui. Ouais. Elle ne sera pas en purée par hasard, la pomme? Elle ne sera pas? En purée. En purée. Non, pour ça, je te conseille de prendre des pommes vertes, des Granny Smith. Ah, ok. Voilà, parce que pour les cuissons, la pâtisserie, c'est une pomme c'est vraiment l'idéal, parce qu'elle reste très ferme à la cuisson, elle n'est pas très sucrée, comme ça tu peux contrôler aussi le taux de sucre dans ton dessert. Un peu plus acide, hein, pas mal. Et la pâte, on l'utilise quoi? Une pâte feuilletée, brisée? Ben, moi je préfère la pâte feuilletée pour les tartes aux pommes, après c'est chacun au choix. Les gars, tu fais ta pâte toi-même ou tu l'achètes dans le commerce? Moi, je fais moi-même. La pâte brisée aussi? Feuilletée? La pâte sablée peut-être. Voilà, sablé, un peu sablé. Parce que la pâte feuilletée, c'est un petit peu long, un petit peu compliqué à faire. Léa, on attend ta tarte. Voilà, et ta tarte, si tu veux, pour finir, tu peux la saupoudrer de sucre roux et la faire gratiner au chalumeau. Ou si tu as un four qui est en position grille, tu peux la faire gratiner comme ça avec du sucre roux dessus, c'est très bon. Ok. Et à quel moment on met la compote ou la crème pâtissière? Dès le début. Dès le début. On met sur la tarte. Après, on pose les pommes. Après, on pose les pommes par-dessus et on fait cuire. Léa, on t'embrasse, on te souhaite une bonne journée. Combien de temps la cuisson? La cuisson, ça varie, c'est environ 50 minutes à 180 degrés. Ah, quand même, oui. J'étais en train de dire au revoir à Léa qui est en train de bouffer son forfait. Mais moi, je veux tout savoir. Bisous Léa. Au revoir Léa. Au revoir. Merci. Merci. On attend la tarte. Le côté brillant là qu'il y a sur les tartes, que bien souvent on se retrouve dans le commerce, on l'obtient comment? Est-ce que c'est une gélatine? Du nappage? C'est du nappage, on appelle ça du nappage. Comment on fait le nappage? Pour une tarte aux pommes par exemple, si on veut ce côté brillant au moment de le servir. Alors il faut de la pectine. De la pectine. La pectine, c'est une substance gélatineuse, donc on trouve dans les fruits. Les feuilles, là? Ah non. Dans les fruits. Ok. Et ça, on trouve en poudre au magasin. Donc ça, faut diluer dans l'eau et après, faut aromatiser un peu à ce qu'on veut. Donc, on peut mettre du citron, on peut mettre de l'abricot, on peut mettre du jus d'abricot en boîte, trucs comme ça. Voilà.
Et il y aura ce côté brillant. On prend pas de la confiture, par exemple, mélangée avec de l'eau et au pinceau, non, c'est pas... On peut, après, sinon, une tarte aux pommes, on peut passer un petit peu de beurre fondu dessus pour la rendre brillante. Après le sucre roux, voilà. L'avoir fait un peu passer au four. Voilà. Avec une petite glace coco. Sinon, il y a du nappage tout prêt déjà au magasin. Donc. Et c'est bon aussi ou pas, ça? Bah, c'est du chimique, mais bon, c'est ça, quand on regarde les étiquettes, il y a beaucoup de colorants, alors on peut le faire facilement soi-même, quoi. Merci en tout cas les gars pour cet appel. Il nous reste quelques minutes, 40 86 16 00 si vous souhaitez intervenir, poser une question ou même donner un conseil. N'hésitez pas, notre chef Daniel est encore dans le studio. On part sur quoi comme recette? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Donc là, on a fait la tarte aux pommes. Oui, Ouais. peut-être un dessert avec, je sais pas, des fruits, des légumes, des fruits locaux. On est en vacances, là, les enfants nous écoutent. Si les parents ont envie de les faire cuisiner un petit peu, qu'est-ce qu'ils pourraient faire facilement? Ben, facilement, ils pourraient faire de la tarte tatin à la papaye. Ah, voilà. De la tarte tatin à la papaye. Voilà. Ok. Donc, c'est un peu le même système que la tatin aux pommes. On fait un caramel. Après, Donc, du sucre, hop, voilà. caramel. Voilà, du sucre avec de l'eau. Ouais. C'est quoi les proportions? À chaque fois, est-ce trop liquide Alors, ou c'est pas assez? Disons qu'après, c'est une question de temps, quoi. Si on met un peu trop d'eau, c'est un peu plus long à caraméliser, mais on y arrive quand même. Et après, on jette la casserole ou alors on peut récupérer tout ce qu'il y a dedans et la nettoyer? Non, la casserole est récupérable. On remplit d'eau après, on fait chauffer, le sucre va fondre tout seul dans l'eau. Okay. Et la casserole, c'est pas la peine d'utiliser le grattoir, de niaquer sa casserole. Okay. Alors, de sucre, de l'eau. Du sucre, de l'eau, donc on fait caraméliser. Quand le caramel devient un peu rouge, avant qu'il brûle, on met un petit peu de beurre dedans et après on met les papayes coupées en gros morceaux dedans. Et après on mélange et on fait cuire au four. Pas de pâte pour l'instant. Pas de pâte pour l'instant. Okay. Une fois que la papaye sera cuite, après là on dépose la pâte par-dessus et après on refait cuire au four. Dans ce sens-là, voilà. Voilà. Et après, on la retourne. Une fois la cuisson faite, on retourne. C'est-à-dire que la pâte va cuire sur le dessus. La pâte va cuire sur le dessus. Et on n'est pas obligé de faire, quand on étale la pâte avant de la mettre dessus, on n'est pas obligé de prendre un rouleau à pâtisserie. Enfin, en avoir un, certes, mais pas faire forcément un rond. On peut mettre des petits morceaux. Oui, tout à fait, oui. Sinon, même si la pâte n'est pas bien ronde, après, de toute façon... On ne voit pas sur le dessous. Ouais. Comme on retourne... Voilà, ça se voit pas. À la base, elle était renversée, donc elle n'est plus comme avant. C'est ça l'histoire de la... Les sœurs Tatin. Oui, voilà, c'est une tarte qu'elles ont ratée qui est peut-être tombée... Qui est tombée. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu as inventé des choses? Est-ce que tu as quelque chose que tu fais, une technique particulière, que tu es seul à le faire? En tout cas, tu n'as pas de... Je ne sais pas si je suis seul à faire ces choses-là, mais il y a une bonne astuce, moi, que j'ai appris quand j'étais au Marquis, justement, quand j'ai commencé à cuisiner la chèvre. C'est pour attendrir la viande. Avant. Oui, aussi. Mais ça, je m'en occupais pas, moi. C'était de mettre de la papaye verte dedans pour attendrir la viande. Ah, ça revient souvent, cette astuce-là, mais pour toutes les viandes. Les graines, notamment. Moi, j'utilisais essentiellement la chair de papaye, mais quand la papaye dedans est encore très blanche. La peau est très verte, c'est là que c'est très efficace et c'est très bien. Comment on l'explique ça? Il y a une réaction? Oui, je crois que c'est dans la sève, il y a quelque chose dans la sève qui fait sert d'attendrisseur. Et ça peut marcher sur les viandes assez dures. Ça marche sur les viandes dures, ça marche. Et les poissons? Les poissons, il n'y a pas vraiment besoin. Non, mais il y a des poissons comme bon, je vais pas dire le requin, mais ils ont quand même c'est une viande assez dure. Le poisson chèvre. Non, mais ça... J'ai jamais essayé avec le poisson. Pour éviter justement pour l'attendrir ou alors attends, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme poisson qui est plutôt mais c'est c'était le requin, je laisse l'information arriver jusqu'à ton cerveau. Hein, oui. J'ai jamais eu besoin de tester avec le poisson. Et cette technique, tu l'emploies encore là chez Rémi? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, tout à fait. Quand je fais des viandes mijotées, des viandes qui sont un peu fermes, un petit peu dures, j'utilise toujours cette technique. Et longtemps? C'est-à-dire que c'est pendant la cuisson? Pendant la cuisson. Donc, c'est pas avant, c'est pas quand ça marine? Non, c'est pendant la cuisson. Je coupe la papaye en tout petits morceaux, ce qui fait qu'après, elle va cuire elle-même, elle va se mélanger au reste, on ne sent plus la papaye. Mais par contre, ça apporte... Et on ne la sert pas, c'est pas dans le plat la papaye. Hein. Elle est dedans, tu la vois plus. En fait, elle a fondu? Voilà. Elle a fondu, elle s'est mélangée au reste.
Incroyable. C'est magique. Ah non, c'est dingue. Merci pour cette astuce. Ouais. Voilà. Je repense moi au poisson, quand on le met dans la graisse, il absorbe pas la graisse. On avait appris ça il y a 2-3 semaines par un chef. Ouais. Du lycée hôtelier, oui. On l'explique comment ça. Mais comment ça marche? Non, mais on fait vraiment tous attention aux graisses, tout ça. Il y a les régimes ou ceux qui font simplement attention. Est-ce qu'il y a des astuces pour remplacer le beurre, dont on évoque le prix Pour remplacer le beurre, donc c'est toujours plutôt l'huile. Moi, le poisson, je le cuisine essentiellement à l'huile d'olive. Ouais. Et en fait, faut bien saisir au départ les aliments, même les viandes. Hein, quand vous faites poêler une viande, il faut qu'elle soit bien saisie dès le départ. Et là, elle absorbe très peu de graisse. Si la viande à la poêle n'est pas assez chaude, la viande n'est pas saisie tout de suite, elle a tendance un petit peu à recracher son jus et absorber la graisse à la place. Que ça soit chaud et c'est saisi. Voilà, quoi. Saisi direct. Voilà. L'huile d'olive, on l'a choisie comment? Sans citer de marque, encore une fois. Qu'est-ce qu'il faut lire sur les étiquettes? Pure, vierge, machin. Comment on choisit une huile d'olive? Faut la goûter. Tout simplement. Faut la goûter. Faut essayer. Ouais. Faut les essayer parce qu'elles ont toutes des. Je crois qu'il y a une loi qui nous autorise à goûter dans le magasin avant d'acheter, mais bon, le faites pas. Ouais. Faut la goûter. Et puis aussi, on a parlé de mettre, j'avais vu en France, c'était en fait mettre la viande, par exemple, sur un lit de légumes que vous pouvez mettre au four. Et donc, vous cuisez votre viande sans matière grasse. Sans matière grasse. Ouais. Et également, comme nous disait d'ailleurs l'autre fois un cuisinier du lycée hôtelier, je pense, il fallait mettre justement le film qu'on met sous les pâtes, là, comment on appelle le film qu'on met sous les pâtes. Ouais, sous la pâte à tarte ou papier sulfurisé. Voilà, le papier sulfurisé. Papier cuisson. Papier cuisson, tu mets dans la poêle. Et du coup, t'as pas besoin de mettre de matière grasse. Ça brûle pas ta poêle. C'est ce même chef qui nous a appris qu'on pouvait mettre le fameux film là qu'on recouvre les plats. Le papier film, oui. Oui, papier film, on peut le mettre au four. Oui, pour moi, c'était une révélation. Pour moi, ça fondait quoi. Non, c'est fait pour. C'est fait pour. Incroyable. C'est dingue, on n'arrête pas le progrès. Il nous reste quelques minutes. Oui. Alors, on ne va peut-être pas partir sur une recette, parce qu'on n'aura peut-être pas assez le temps. Mais tu te vois où dans 5 ans, dans 10 ans? Tu n'es toujours pas propriétaire de ton établissement? Non, toujours pas. Bon, de raison plutôt financière. C'est pas l'envie qui manque, par contre. Mais c'est pas l'envie qui manque, voilà. Après, bon, j'ai quelques idées, quelques projets en tête, mais c'est pas pour tout de suite. Voilà. C'est bon. Thierry, le gérant, est rassuré. Oui, donc il y a ton enfant, ton garçon? Oui, j'ai mon fils aîné, lui qui est rentré cette année au lycée hôtelier, donc il va partir sur un BTS. Fier, Faoulou, le papa? Oui, très content. Et il viendra en formation. Je l'ai déjà eu en contrat SIE avec moi pendant 6 mois. Après, c'était pas le super plan pour lui parce qu'il n'arrêtait pas de se faire engueuler par son père, non? Non, ça s'est très bien passé. Et puis, faut qu'il connaisse autre chose aussi, quoi. Qu'il aille un petit peu ailleurs. Qu'il aille goûter aux autres. C'est ce que tous les professeurs, tous les chefs nous disent. Il faut vraiment voyager, il faut essayer de partir ailleurs. S'ouvrir les papilles sur d'autres saveurs, etc. Quoi. Que ce soit le lycée hôtelier ou nous-mêmes, quand on prend des stagiaires, on donne des bases, on donne des choses, mais après, c'est à eux de construire leur expérience. Et c'est aussi comme ça qu'on reconnaît la patte du chef. Merci Daniel Quero, chef du restaurant Chez Rémi Apounaouia, qui vous attend pas ce midi parce qu'il est en vacances. Mais le restaurant est ouvert. Oui, exactement, on embrasse tout le personnel. Merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci à vous. Bonnes vacances. À la maison, on cuisine comme au boulot ou alors Non, c'est plus soupe paquet bleu. Non, oui, c'est plus. Non, à midi, par exemple. Pardon. À midi, je vais manger avec ma femme. D'accord. Au restaurant? Non, sur son lieu de travail. Elle s'occupe d'une cantine associative pour l'aviation civile. Donc, D'accord. Je vais aller me faire inviter. À la cantine. Merci. Bon à bientôt, Daniel. Bisous, Nathalie. Merci. À demain. Bisous, à demain. C'est l'heure de l'info.